l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes plaques d'eczéma, c'est Vincent et aujourd'hui je te fais une petite vidéo où est-ce que je vais parler de 6 jeux qui ont passé en dessous du radar en 2018 et qui selon moi en valent le détour, qui valent vraiment la peine d'être essayés. Maintenant, on a eu un petit débat à l'école du jeu en essayant de savoir qu'est-ce que je voulais dire par un jeu passé en dessous du radar. Un jeu passé en dessous du radar, à mes yeux, c'est un jeu qui n'a pas eu énormément d'attention, qui n'a pas eu beaucoup de buzz ou qui n'a pas créé un engouement notoire. Et c'est un jeu aussi qu'on n'a pas nécessairement vu la boîte à travers différents événements ou qu'on n'a pas beaucoup entendu parler via les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui probablement a été fait en petite échelle, donc en petite quantité, donc c'était un jeu qui était limité. Et si on a vu la boîte, on n'a pas nécessairement prêté attention plus que ça. Et ce sont 6 jeux selon moi qui ont passé en dessous du radar de 2018 parce que c'est vraiment des très bons jeux. Je vais les présenter un petit peu en désordre, simplement parce que selon moi, il n'y a pas de top 6 à faire. C'est vraiment 6 jeux que j'ai trouvé vraiment bons, puis que j'encourage tout le monde à essayer, à les essayer, à tenter de trouver une copie si ça vous intéresse. Bref, on commence avec le premier que j'ai envie de vous jaser, qui est Tales of the Northlands. Tales of the Northlands nous vient d'un éditeur très peu connu, d'un auteur qui en est à son premier jeu, qui a voulu faire un jeu de société autour d'une vieille télésérie britannique des années 50 ou 60 du même nom. Donc Tales of the Northlands, de Sagas of Noggin the Nog. C'est un jeu euro. On pourrait quasiment le comparer à un Vital Lacerda au niveau de la difficulté, mais aussi au niveau de la profondeur puis de l'amplitude de ce jeu-là. Énormément de choses que l'on peut faire pour avoir des points de victoire. On a une latitude extraordinaire. C'est pas un jeu qui est sans défaut par contre. C'est un jeu qui peut être long entre les tours des joueurs parce que quand c'est rendu notre tour, on va faire plusieurs actions et on doit faire attention à l'ordre dans lequel on les fait, mais surtout on doit prêter attention à ce que les autres font. Mais le jeu est tellement rafraîchissant et offre tellement des mécaniques différentes et diversifiées que moi je suis prêt à pardonner ce petit défaut-là à Tales of the Northlands. Et un autre petit défaut qui est tout simplement l'iconographie est plus ou moins claire à certains égards et des fois il y a des petites ambiguïtés par rapport aux règles. Mais principalement au niveau de l'esthétique, c'est à cause que l'auteur a voulu faire affaire avec le dessinateur officiel de cette télésérie-là et il est décédé pendant que l'auteur créait le jeu. Donc il a fallu qu'il aille chercher des parcelles d'images un peu partout sur Internet, il a fallu qu'il les organise et des fois malheureusement ce qu'il a trouvé c'était très petit, donc il les a agrandis et c'est devenu un peu pixelisé. Mais ça fait pas en sorte que le jeu est laid ou est inapprochable. Au contraire, ça donne un charme à ce jeu-là. Et si vous aimez les jeux bien costauds euro, qui offrent de quoi de vraiment vaste et qui offrent surtout une dynamique très différente, très distincte de ce qu'on voit habituellement, allez voir Tales of the Northlands, informez-vous de ce jeu-là parce qu'il en vaut énormément la chandelle. Puis vous pourrez toujours aller voir à l'école du jeu la petite vidéo que j'ai faite sur mes premières impressions de Tales of the Northlands si ça vous intéresse évidemment. Le deuxième jeu que je vais vous parler, c'est Hell Hydra. Hell Hydra est un jeu de déduction sociale et si vous avez déjà joué à Battlestar Galactica, vous allez vous retrouver dans un terrain bien connu parce qu'il y a certaines mécaniques qui sont utilisées dans Hell Hydra qui sont communes avec Battlestar Galactica, comme par exemple le principe de déduction sociale et surtout si on réussit à découvrir qui est un ennemi autour de la table, cette personne-là pourra se révéler et pouvoir quand même placer des bâtons dans les roues maintenant de façon évidente aux joueurs autour de la table qui représentent les good guys, les bons gars. Dans Hell Hydra, c'est très simple. Nous avons les Avengers. Donc, chaque joueur va recevoir une carte des Avengers et
on va avoir autour de la table des agents de l'agence Hydra. Hydra, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est très simple, ils veulent détruire la ville de New York, alors que les Avengers veulent la protéger contre Red Skull, qui est un antagoniste très populaire, particulièrement dans le premier film de Captain America. C'était l'antagoniste, c'était d'ailleurs Monsieur Smith dans Neo, à la matrice. Bref, trêve de cinématographie, on parle de El-Hydra. Et El-Hydra, qu'est-ce qu'il fait de particulier? Bien, tout d'abord, comme j'ai dit, la mécanique de déduction sociale, où est-ce qu'un joueur peut se révéler pendant le milieu de la partie et continuer à donner des petits coups de couteau en dessous de la table aux autres joueurs. Ça, c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui est hyper participatif, où est-ce que les joueurs sont continuellement appelés à participer à tous les combats. Donc, c'est très simple. Pendant un tour donné, il va y avoir un leader et ce leader-là va en fait tout simplement demander aux autres joueurs de jouer des cartes pour attaquer un ennemi. Et donc tous les joueurs vont pouvoir jouer entre 1 et 3 cartes et cet ennemi-là, une fois qu'on l'a frappé, ben, s'il n'est pas mort, il va frapper New York. Donc tous les joueurs à chaque tour doivent donner des cartes et là vient la partie déduction où est-ce que qui a mis les mauvaises cartes, qui a mis les bonnes cartes. On ne le sait pas. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Peut-être le petit défaut, c'est, encore une fois, c'est peut-être un jeu qui n'est pas aussi accessible peut-être que Résistance, mais quand même offre une belle diversité, puis vraiment là, de quoi de rafraîchissant au niveau de la déduction sociale. Si tu es toujours avec moi, on est maintenant rendu au 3e jeu passé sous le radar, et c'est Franchise de Chris Ward Conrad. Franchise est une réimplémentation d'un jeu des années 2000, je pense que c'est 2002, enfin bref, Medieval Merchants, qui a inspiré Power Grid de Friedman Freeze. Donc, Franchise, ça veut une réimplémentation de ce jeu-là sous une thématique un peu plus actuelle, aussi illustrée par Yann O'Toole, le fameux illustrateur qui est souvent derrière les jeux de Monsieur Vital Lacerda. Enfin bref, dans Franchise, les joueurs représentent des propriétaires d'une franchise et leur but, c'est de se déplacer dans les États-Unis et d'installer différentes franchises dans différents États et d'être capable d'avoir une majorité dans ces États-là en question pour scorer des points. Le problème, c'est que plus qu'on installe des franchises dans un État ou peu importe, dans une ville, on va récupérer moins d'argent. Et pour se déplacer aux États-Unis, on peut utiliser une panoplie de différents chemins. Le problème, c'est que certains chemins coûtent très peu à pouvoir utiliser, donc des petites routes de campagne qui vont coûter peut-être 0, 1, 2 ou 3 $, mais on a aussi des grandes autoroutes qui vont faire le tour des États-Unis qui peuvent nous coûter 5, 6, 7, 8 $. Et l'argent, c'est une ressource très serrée. On n'a pas beaucoup d'argent, on essaie d'être le plus prolifique possible dans ce qu'on va faire et le plateau de jeu est vraiment designé pour être incapable de voir tout de suite à l'œil d'un coup rapide toutes les différentes possibilités qui peuvent nous arriver et que les autres joueurs peuvent prendre opportunité sur ces différentes situations-là. Donc, c'est vraiment un jeu qui est superbe dans son interaction, mais aussi qui va nous surprendre, qui va surprendre les autres joueurs autour de la table à cause d'un coup que tu as fait, que tu as vu, puis que les autres n'avaient pas vu, puis que là, ça te fait gagner plein de points, ou au contraire, que tu te fais surprendre par un autre joueur qui arrive juste en arrière de toi pour te bousculer et finalement te faire tomber. C'est vraiment un jeu qui est rapide, qui est simple à comprendre, mais qui offre vraiment une profondeur extraordinaire. Très beau jeu aussi, très bien illustré. Franchise, pour vrai, allez voir de quoi ça a l'air, ça en vaut vraiment la peine. Un excellent jeu. Le 4e jeu dont je veux vous parler, Dawn of Peacemakers. Dawn of Peacemakers est un jeu qui nous vient encore une fois d'un éditeur très peu connu, d'un auteur qui a pas fait, s'il a fait d'autres jeux auparavant, je ne le sais pas. Mais Dawn of Peacemakers, ce que c'est, l'histoire est superbe en passant. C'est un genre de, moi j'aime ça l'appeler un peu le pre-root, où est-ce qu'on est des pacifistes
qui vont se promener entre un peuple d'aigles et un peuple félin. Et on va essayer de un peu briser les ordres militaires des deux côtés des clans pour rétablir un ordre et un équilibre parfait. Et c'est un jeu à campagne où est-ce qu'on a 12 scénarios. À chaque scénario, on va avoir des nouveaux personnages qui vont nous être présentés du côté des félins comme du côté des aigles. Et ces personnages-là sont des généraux qui vont vraiment changer la donne au niveau de notre participation dans toute cette espèce de pré-guerre-là. Et je dis que c'est un pré-Root parce que dans Root, on se fait la guerre, hein, vraiment, là, tout le monde est fâchés les uns contre les autres, alors que dans Dawn of Peacemakers, juste avant que la guerre explose, on est là puis on essaie vraiment de marcher sur des œufs pour faire en sorte que l'on puisse être capable d'amener une paix dans cet univers que l'auteur nous présente. Au niveau mécanique, je pense que je pourrais à la limite le comparer à Pandémie parce que c'est un jeu coopératif vraiment bien épuré, vraiment fluide et qui est relativement facile à comprendre, dans le sens où est-ce que les règles, une fois que je les ai lues, j'étais parfaitement capable de pouvoir commencer à jouer, de pouvoir l'expliquer, et c'était un jeu qui m'a permis vraiment d'entrer dans la thématique immédiatement, et au-delà de ça, à chaque scénario, on me surprenait avec une nouvelle tournure d'événements que je m'attendais pas. Je veux pas vous spoiler, je veux pas vous donner vous faire du divulgachage, mais vraiment, on a une différence entre chaque scénario, des belles twists narratives qui se proposent et l'histoire est vraiment juste géniale. Je me suis perdu là-dedans et c'est probablement le jeu le plus tight, le mieux fait mécaniquement parlant dans cette capsule-là selon moi parce qu'il y a vraiment là, pratiquement aucun défaut à ce niveau-là. Et le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce jeu-là, c'est que parfois il y a certains scénarios que j'ai trouvé relativement faciles. Mais j'ai entendu dire qu'à la fin de la campagne, c'est possible de pouvoir refaire certains scénarios en augmentant la difficulté de ceux-ci. Bref, je ne sais pas, je n'ai pas encore passé à travers, mais j'ai hâte de compléter cette campagne-là. Dawn of Peacemakers. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime énormément des jeux de négociation, d'échange, bref, des jeux qui vont faire en sorte qu'il y ait une interaction intense autour d'une table et que je puisse être capable d'interagir, d'entrer en contact avec mes comparses ludiques. Et le cinquième jeu le fait très bien. Il se nomme Trade on the Tigris par Jeff Engelstein. Ce jeu-là, c'est très simple. Nous sommes des marchands autour de la mer Méditerranée. Et là, j'entends déjà des gens dire « Ah, pas encore cette thématique-là, pas encore, c'est redondant, on voit tout le temps ça. » Mais cet auteur-là a décidé de le faire d'une façon très différente parce que ce n'est pas un jeu euro. C'est un jeu vraiment de négociation, d'échange, un peu à la Chinatown, si on pourrait dire, mais avec un aspect de tableau building, où est-ce qu'on va devoir gérer deux pistes. Une piste qui est une piste politique et l'autre piste qui est une piste de religion. Et dépendamment d'où est-ce qu'on se dirige sur ces deux pistes-là, on va être capable de récupérer certaines cartes. Et plus qu'on est à l'extrême dans une de ces pistes-là, plus qu'on récupère des cartes qui sont très fortes et qui vont nous avantager dans notre tableau personnel. Et ensuite de ça, on tombe dans une phase d'échange et de négociation où est-ce qu'on va récupérer un certain nombre de cartes et on doit échanger ces cartes-là. Les cartes ont des ressources inscrites sur celles-ci, puis à sa plus simple forme, le but c'est de créer une espèce de collection de plusieurs cartes similaires. Et une fois qu'on a créé ces collections-là, ben, on va pouvoir scorer un certain nombre de points, on récupère de l'argent et l'argent nous permet de placer de plus en plus de cartes dans notre tableau. Ces cartes-là peuvent nous permettre de scorer davantage de points quand on va aller chercher tel type de ressources, puis j'ai davantage de cartes ressources, ou encore mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs en faisant appel à des barbares. Et c'est là que le jeu devient intéressant parce qu'on a vraiment une grande latitude au niveau de comment est-ce qu'on bâtit notre petit tableau, notre petite machine personnelle. Et aussi, ça va influencer comment est-ce que les autres joueurs veulent interagir avec nous parce que c'est bien beau que tu appelles des barbares et que tu déranges les autres joueurs, tu fasses du trouble autour de la table, mais malheureusement, ça se peut que tu sois mis dans un coin à un certain moment. Et ça devient très intéressant, toute cette dynamique du jeu, un jeu très bien présenté. Et évidemment, si vous n'aimez pas les jeux à interaction pas agressive, mais juste simplement qui te demande par
parler fort et d'être un peu plus volubile que tes compères, c'est sûr certain que c'est peut-être un jeu qui n'est pas fait pour toi. Par contre, si tu n'as jamais nécessairement essayé des jeux de négociation et que tu as envie de te baigner dans un jeu qui va peut-être durer 1h30, gros max 2 heures, c'est un jeu super rapide. C'est probablement un très bon jeu d'entrée, un très bon jeu qui est passé en dessous du radar carrément, Trade on the Tigris, je le recommande chaudement. Et j'ai déjà hâte à ma prochaine partie. Le dernier jeu dont je veux vous parler se nomme Smartphone Inc. Et là, j'entends déjà des personnes dire ben là, on en a déjà entendu parler, ça fait un buzz à SN, j'ai déjà vu la boîte, hein? Ben oui, c'est le jeu avec des smartphones, ça n'a pas passé en dessous du radar, j'ai déjà vu. Oui, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est smartphone? Si oui, ben bravo, je suis désolé, hein, je ne pourrais pas plus vous informer que ça. Si vous ne savez pas plus que ça, laissez-moi vous parler de ce petit joyau-là qui va pouvoir exploser pendant le Kickstarter dans le mois de juin. Je sais que je fais de la promotion, c'est pas voulu, mais c'est vraiment parce que j'aime beaucoup le jeu. Ce que c'est Smartphone Inc., c'est un jeu où est-ce que les joueurs représentent des compagnies propriétaires de téléphones cellulaires. Donc notre but c'est de créer ces téléphones-là et de les vendre partout dans le monde. Maintenant, c'est un jeu où est-ce que va falloir gérer une demande, mais aussi notre offre. Et le jeu, dans ses mécaniques, est très simple. Dans le fond, c'est un jeu d'action en simultané où est-ce que tous les joueurs vont faire chaque étape d'un tour ensemble. Il y a 5 tours. À la fin du 5e tour, le joueur ayant collecté le plus d'argent remporte la partie. Mais là où le jeu devient intéressant, c'est pas tant dans sa thématique parce que le thème, tout d'abord, je veux juste faire une petite parenthèse, je pense que le thème aurait pu être remplacé par n'importe quoi. Par contre, c'est sûr certain que c'est intéressant parce que c'est un thème qu'on voit très peu souvent, mais c'est pas le thème, on ne sentira pas que tu es comme à la tête de Apple, tu sais, par exemple. Mais il y a de quoi mécaniquement qui est vraiment intéressant parce que les joueurs sont toujours en train de réfléchir, d'essayer de deviner qu'est-ce que les autres joueurs veulent faire, où est-ce qu'ils veulent s'en aller sur la carte du monde. Est-ce qu'on va venir un peu dans mes plates-bandes, est-ce qu'on va venir me déranger s'il y a des gens qui sont déjà dans les mêmes sections de la carte du monde que moi, à quel prix est-ce qu'ils vont vendre leur téléphone cellulaire, donc là moi il faut que je jauge, est-ce que je veux le vendre plus cher, moins cher qu'eux autres, jusqu'à quel point que je vais être capable de récupérer de l'argent. Est-ce que je veux avoir des technologies? Il y a vraiment un gros thinking, une grosse réflexion dans chaque décision et c'est un jeu qui a vraiment une qualité d'être swingy, qui est virevoltant, pas de façon négative, mais vraiment de façon positive. Je donne un exemple. Dans une des parties que j'ai faites, eh bien, il y avait un joueur qui talonnait. J'étais vraiment en avant des autres joueurs et ce dernier a gagné la partie en faisant un tour où il a récolté plus de 125 $, quelque chose comme ça, et ça nous a tous ça nous a jeté à terre de voir à quel point que ce joueur-là avait explosé la loi de l'offre et de la demande au dernier tour, et c'est un jeu qui va vraiment permettre ce genre de surprise-là, et je trouve que personnellement, ça rentre vraiment dans ce que j'aime beaucoup dans le type de jeu euro, qu'on fasse nos choses, oui, qu'on soit concentré à optimiser les coups qu'on peut faire, mais d'être conscient continuellement de nos adversaires autour de la table. Le petit défaut que je pourrais dire, en fait, c'est que présentement, il n'est vraiment pas disponible, donc impossible de le trouver. Attendez, ne payez pas 150 € pour l'acheter. Vous allez voir, là, il y a le Kickstarter qui arrive, ça va bien se passer, tout le monde va avoir sa copie, tout le monde va être content. Mais au-delà de ça, l'autre petit défaut, ce serait que certaines règles peuvent être un petit peu ambiguës à certains moments. Mais une fois que, tu sais, s'il y a un joueur autour de la table qui connaît bien le jeu, après ça roule bien, puis on a des petites questions, ah ok parfait, c'est répondu, merci, bonsoir. Donc de ce côté-là, ça va super bien. Smartphone Inc., allez voir ça, gros jeu, gros fun noir, ça s'en vient bientôt, checkez ça. Et c'est ce qui conclut les 6 jeux de société de 2018 qui ont passé en dessous du radar. J'aimerais maintenant que vous partagiez avec moi quel est le jeu pour vous qui a passé en dessous du radar en 2018. Et j'ai dû me réduire à 6 jeux, mais j'aurais pu parler de 25 jeux parce que 2018 a quand même été une année très grosse au niveau de la production de jeux de société. Ça a été une très bonne année.
Mais je veux savoir votre opinion sur quel est le jeu qui, selon vous, n'a pas reçu assez d'attention. Alors voilà, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut si tu as apprécié, de t'abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, liker notre page Facebook. N'hésite pas à commenter si tu es d'accord avec mes choix, si tu es en désaccord, quels seraient tes 6 jeux à toi personnels qui ont passé en dessous du radar. Quel est le jeu, toi, que tu as vraiment capoté et que personne n'a vu passer. Enfin bref. On va jaser ensemble dans les commentaires et sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!